dirigeons vers notre deuxième visite pour aujourd'hui. Un site extrêmement important, pour ne pas dire le plus important sur la péninsule du Yucatan. Le village de Chichén Itzá, où on retrouve une des 7 merveilles du monde moderne. Tout d'abord, une ville maya fondée vers 415 de notre ère, elle devint un important lieu de pèlerinage au cours des siècles. Elle aurait été abandonnée puis de nouveau occupée jusqu'à l'arrivée des Toltecs un peu avant l'an 1000. Les nouveaux arrivants donnèrent à la cité un nouvel essor, mêlant les connaissances et les styles d'architecture avec ce qui existait déjà. Une nouvelle partie de la cité fut alors construite. À son apogée, vers les années 900 à 1200 de notre ère, Chichén Itzá fut la plus importante cité de toute la péninsule du Yucatan. La cité fut complètement abandonnée au 13e siècle pour des raisons qui demeurent encore inconnues. Elle fut redécouverte par les Espagnols au 16e siècle, après plusieurs siècles endormies et recouvertes par la végétation. Toutes les villes mayas anciennes étaient abandonnées depuis longtemps et les habitants vivaient en zone rurale. Elle fut si puissante que longtemps après son déclin, elle continua d'être un important lieu de pèlerinage maya. À la fin du 19e siècle, Edward Herbert Thompson, un archéologue et diplomate américain, acheta la propriété, l'Hacienda Chichén, comprenant les ruines de la cité. Il entreprit des travaux de fouilles et de restauration pendant plus de 30 ans. L'État récupéra ensuite le site, qui fut protégé par la loi fédérale en 1972 et classé monument historique en 1986. Chichén, qui signifie en maya « bouche du puits », et Itzá, qui signifie « sorcière de l'eau ». Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Uniquement les mayas de certaines classes sociales étaient autorisés à entrer à l'intérieur du site sacré, entouré de palissades gardées par des guerriers. Il y avait les prêtres, les guerriers, les joueurs de bal et bien entendu le roi et sa famille. Cette pyramide était construite en tenant compte de plusieurs critères en lien avec les mathématiques, l'astronomie et un des calendriers mayas. En comptant les marches sur les 4 faces, ainsi que la dernière qui mène au temple tout en haut, on compte exactement 365 marches. Son orientation par rapport au Soleil, à la Lune et à Vénus, un astre très important pour les Mayas, est très précise. L'emplacement de la cité correspond exactement au centre de l'univers selon les Mayas. La pyramide est construite sur une cénotée, une réserve d'eau souterraine. L'eau était une denrée rare dans la péninsule du Yucatan. Ces réserves d'eau étaient nécessaires à la survie du peuple. Il est probable d'ailleurs que la pénurie d'eau ait précipité la chute de cet empire. Le nom de Chichén Itzá, bouche du puits sorcière de l'eau, vient donc de la présence de plusieurs cénotesses directement sur le site. Les Itzá étaient une population précolombienne de la branche des Mayas, occupant la région avant l'arrivée des Mayas Toltecs. La pyramide était construite sur une structure antérieure plus petite qu'elle recouvrait, qui mesure 16 mètres de haut. Alors, 2 fois par année, selon les équinoxes d'été et d'hiver, on peut voir le mouvement de l'ombre sur la pyramide, représentant la circulation du serpent à plumes, un des dieux importants dans la mythologie maya, circulant donc sur le côté de la pyramide. Voici donc une animation pouvant représenter l'effet
soleil jumelé aux ombres sur la pyramide. Nous sommes actuellement sur le terrain de pelotas, ou le jeu de pelote si vous voulez, mais qui était beaucoup plus qu'un jeu. C'était vraiment une forme de cérémonie avec deux équipes et durant laquelle le capitaine de l'équipe gagnante était sacrifié et était considéré pratiquement comme un dieu. Quant à l'équipe du gagnant, ils devenaient des guerriers vraiment sélects et avaient des postes très importants au sein de l'armée Maya. Nous retrouvons ici un véritable anneau servant, si on veut, de panier pour recevoir l'énorme balle qui devait être projetée avec les hanches, avec les jambes du joueur et surtout pas avec les mains. Pour les perdants, là c'était la déchéance, la honte pour la famille. Le capitaine perdant s'exilait et habituellement il se sacrifiait lui-même, se suicidait dans l'incognito le plus absolu. De quelle façon étaient sélectionnés les joueurs? C'était par un signe qu'ils avaient à la naissance au bas de la colonne vertébrale. Alors, la couleur et la forme du signe en question déterminaient s'il ferait ou ne ferait pas partie de l'équipe qui pourrait jouer à ce jeu très particulier qui avait lieu 3 fois par année. Cet anneau était remis à la famille du capitaine de l'équipe gagnante, donc celui qui était décapité. C'était remis comme un trophée et un honneur extrême pour la famille. Voici maintenant quelques détails un peu plus techniques sur le terrain où se déroulait cette cérémonie vraiment particulière. C'est à cet endroit qu'on exposait des têtes empalées les unes sur les autres le long des poteaux verticaux en bois. Cette plateforme particulière a été utilisée pour commémorer les victimes passées ainsi que pour afficher les têtes des prisonniers sacrificiels ou les ennemis morts au combat. Elle était utilisée pour contrôler les masses et effrayer l'ennemi. La plateforme a été construite pour afficher les conquêtes de l'État. Voici les raisons pour lesquelles les Mayas appelaient ce monument plateforme des aigles et des jaguars. Ces deux animaux symbolisaient les guerriers qui capturaient les victimes pour nourrir le dieu soleil. Les guerriers aigles étaient des archers qui attaquaient l'ennemi avant que tous les autres soldats ne combattent au corps à corps. Les guerriers jaguars étaient les membres les plus féroces de l'armée. Ils se battaient au corps à corps avec des massues en bois surmontés de couteaux. Ils étaient recouverts d'une armure faite de peau de jaguar et d'un casque de tête de jaguar. Alors c'est ici qu'on humiliait et qu'on torturait les ennemis, les perdants d'une guerre. Rien à voir avec le jeu de pelote que j'ai parlé tout à l'heure.
Alors ici, on leur coupait les cheveux pour les humilier. On leur retirait les tatous. Alors ils étaient vivants et on enlevait la peau sur laquelle se trouvaient des tatous de victoire antérieure. Et s'ils ne mouraient pas, on les amenait à la prochaine étape, qui était l'exécution, que nous allons voir immédiatement. Des centaines de séries de colonnes soutenaient une frise du masque de Tchak et de boucliers ronds, des plafonds voûtés en bois ou en paille et plusieurs autres frises. Mais pour en revenir à l'humiliation et la torture des prisonniers de guerre, ceux qui ne mouraient pas sous la torture étaient attachés à une des 8 colonnes du centre représentant des guerriers ennemis aux mains nouées. Les prisonniers étaient ligotés et frappés sans cesse à coups de bâton par les guerriers mayas en attendant d'être sacrifiés sur la statue de Tchakmoul au sommet du temple. Certaines parties du corps des prisonniers étaient alors mangées par les mayas afin d'absorber leurs meilleurs attributs de guerriers. Ce bâtiment est une des rares structures circulaires construites par les Mayas. Il était utilisé pour des observations astronomiques à travers des ouvertures permettant d'observer certains astres plus spécifiquement. 4 portes sont ouvertes sur les points cardinaux.